Ça me fait vraiment plaisir d'être là, puis de vous rencontrer, puis de pouvoir donner un peu d'informations sur ce qu'on fait, donner des outils aussi aujourd'hui aux personnes qui étudient au cycle supérieur. Donc, oui, je travaille au Centre de prévention et d'intervention en matière de harcèlement, dont je vais vous parler du mandat dans quelques minutes, mais aussi au Centre d'intervention de prévention des violences à caractère sexuel, dont il sera très peu question, en fait, pas du tout question aujourd'hui. Je pourrais revenir si c'est une question d'intérêt pour vous. Aujourd'hui, ce qu'on va plus regarder, on essaie de vous donner des outils pour si un jour vous devenez superviseur, dirigeant d'une équipe, en situation de gestion d'une équipe, puis qu'il y a possibilité de développement de conflits, mésententes, quelque chose qui pourrait tendre vers le harcèlement, comment faire pour le gérer, quelles sont les solutions, quelles sont vos responsabilités. Donc, on va essayer de vous outiller le plus possible là-dessus et aussi probablement vous donner des trucs pour vous, si vous vivez des conflits interpersonnels de votre côté, comment les aborder, comment tenter de trouver une solution de la façon la plus harmonieuse possible, malgré que ce soit difficile. Il y a, je vais vous présenter nos services, puis on va regarder ensemble aussi ce que la Faculté des études supérieures peut peut-être vous aider dans certains des points qu'on va aborder. Donc, c'est possible que ma collègue soit là pour compléter des informations. Donc, le Centre de prévention et d'intervention en matière de harcèlement, je vais vous le présenter. On va regarder ensemble c'est quoi le harcèlement psychologique, c'est quoi le droit de gérance, le droit de gestion, les responsabilités d'un gestionnaire en matière de harcèlement, prévention du harcèlement. Comment on fait pour aborder de front une situation de conflit? Comment nous, personnellement, on peut tenter de trouver des solutions lorsqu'on est pris dans un conflit? Quelles sont les ressources aussi à l'université ou à l'externe si vous travaillez ailleurs puis que finalement vous voulez avoir du soutien pour gérer une situation? La présentation devrait durer 40-45 minutes de contenu, puis après 15 minutes d'échange et questions, discussions. Alors, pour ce qui est du Centre d'intervention de prévention en matière de harcèlement, on est là pour appliquer le règlement pour prévenir et contrer le harcèlement à l'Université Laval. On est là pour offrir des solutions. Parfois, les gens viennent nous voir simplement pour parler, obtenir des conseils, se confier, puis il n'y a pas nécessairement d'intervention qui se pose. C'est des services qui sont gratuits, confidentiels. Quand les personnes sont prêtes à poser un geste, trouver des solutions, on regarde c'est quoi l'éventail des solutions. Puis éventuellement, si le désir est de poser une plainte, on accueille les plaintes, on les dépose aux bons endroits. On est beaucoup dans le traitement des situations en résolution des différends plutôt que vraiment en traitement des plaintes parce que parfois les plaintes, ça dure, c'est un processus, ça n'amène pas toujours les solutions souhaitées parce qu'il y a souvent de l'attente puis de l'anxiété qui accompagne tout le dépôt de la plainte. Donc oui, c'est une possibilité, mais généralement quand on va traiter les situations en résolution des différends, comme par exemple en offrant de la facilitation, aider les gens à se parler, aider les personnes à mettre leurs limites, aider les personnes à recadrer les rôles et responsabilités de chacun, peut-être impliquer des personnes en situation d'autorité dans la résolution de la situation. Tous ces types de solutions-là peuvent parfois faire un grand chemin puis finalement régler la situation de façon plus rapide, puis en laissant peut-être un peu moins de blessures aussi que peut laisser un processus de plainte. On est là pour faire la prévention aussi sur le campus de toutes situations qui peuvent devenir du harcèlement dans le cadre de la campagne Le respect, rien de moins. Donc, cette collaboration qu'on a avec la Faculté des études supérieures et postdoctorales aujourd'hui, ça s'inscrit dans notre campagne de prévention Le respect, rien de moins, où on va offrir à toutes les personnes sur le campus des outils pour prévenir le harcèlement, quelles sont les ressources, quelles sont les solutions à privilégier lorsqu'on est pris dans une situation qui peut devenir du harcèlement. Et comme Martine disait, on va prendre les questions à la toute fin, mais quand même, on va solliciter votre participation dans quelques-unes des morceaux de contenu qu'on va vous donner. Pour avoir plus d'informations sur notre campagne puis nos services, il y a le site ulaval.ca/harcèlement où vous pouvez nous téléphoner au 418-656-7632. Comme je vous disais, ce n'est pas nécessairement dans un moment où vous avez besoin d'une intervention immédiate que vous avez à nous appeler. Vous pouvez nous appeler en prévention pour avoir des conseils et simplement vous confier.
Pour ce qui est du harcèlement, qu'est-ce qu'on considère comme du harcèlement? C'est la définition selon la CNESST, donc la Commission sur les normes, la santé et sécurité au travail, les normes du travail, les normes de l'emploi. Il y a 5 critères pour déterminer si une situation est du harcèlement. Au CPIMH, on ne va pas vous dire si votre situation est du harcèlement ou pas, parce que de toute façon, on va vous offrir de l'aide, qu'on soit dans une situation de mésentente, de conflit ou une situation qui vous fait vivre un malaise. Donc, on n'a pas besoin d'identifier si la situation est du harcèlement ou pas. Dans le cadre d'une plainte, vous allez avoir comme réponse à la fin, suite à l'évaluation, à l'enquête, à tout le processus de plainte qui est généralement traité à l'externe par des enquêteurs qui sont souvent des avocats spécialisés en harcèlement au travail. Eux, suite à l'analyse du dossier, peuvent identifier si la situation est du harcèlement ou pas. Mais nous, ce n'est pas quelque chose qu'on fait parce que, comme je vous dis, de toute façon, on n'a pas besoin de savoir si oui ou non ça en est pour intervenir. Mais selon la définition, ce qui est du harcèlement en milieu de travail, c'est une conduite vexatoire, donc quelque chose qui est blessant, un geste, des paroles, des courriels qui sont hostiles, agressifs. Ça peut être répété, donc vous avez déjà nommé que vous ne vous sentiez pas bien, puis la personne continue de vous nommer des paroles qui vous blessent. Et quand même, un geste qui est assez grave peut être considéré, si c'est un geste fort qui vous a atteint et qui a eu des conséquences à long terme, peut être considéré comme du harcèlement. Donc, par exemple, vous êtes dans une réunion d'équipe avec des personnes très influentes, puis il y a quelqu'un qui commence à vous insulter en plein cœur de cette réunion-là, puis que ça bloque toutes vos possibilités d'emploi pour le futur, bien, ça peut être considéré comme une situation assez forte pour être du harcèlement. Donc, c'est hostile, non désiré. Par là, on veut dire que vous avez manifesté d'une certaine manière votre malaise, soit en disant j'aime pas comment tu me parles, j'aime pas comment on travaille ensemble, je veux que ça s'arrange, ou bien en ayant manifesté d'une certaine façon que vous n'étiez pas bien dans cette situation-là. Ça porte atteinte à l'intégrité, à la dignité de la personne, donc c'est blessant, puis ça vous fait sentir mal lorsque vous interagissez avec cette personne-là. Et ça peut même aller jusqu'à influencer tout le milieu de travail. Souvent, les gens vont utiliser le mot toxique, c'est pour ça que je l'ai mis en parenthèse, là, vont dire le milieu de travail est toxique, la relation est toxique, on ne se sent pas bien, on marche sur des œufs, on ne veut plus aller travailler le matin parce qu'on ne sait plus trop qu'est-ce qu'on fait qui crée des conflits. C'est vraiment toute l'ambiance de travail qui est devenue désagréable, néfaste. Et j'ai mis le point personne raisonnable parce qu'à la toute fin de l'évaluation, lorsque l'enquêteur, comme je vous dis, lors d'une situation de plainte, va évaluer la situation, elle va se demander est-ce que si je plaçais une personne semblable, une personne raisonnable dans la même situation, est-ce qu'elle pourrait dire oui, je me sens harcelée ou pas? Alors, si vous avez des questions là-dessus, on y reviendra à la toute fin, mais c'est une définition qui est utilisée en milieu de travail. Le harcèlement criminel qui est utilisé à la police, c'est une autre définition. Là, il y a une notion de menace qui est ajoutée. Ensuite de ça, je vous ai donné ici des éléments de notre rapport annuel 2020-2021 pour vous donner une petite idée de comment ça se passe, c'est qui vient nous voir, qui nous consulte, qui on aide à l'université. Les personnes qui nous consultent, les personnes requérantes, ça peut être une personne qui est témoin ou une personne qui est victime ou une personne qui veut des conseils pour son équipe aussi. Donc, en général, on a 69 de femmes qui nous posent des questions, 31 d'hommes. Les personnes dans leur statut, il y en a une grande majorité au cycle supérieur. Ce n'est pas une tendance qui existe depuis l'an dernier. C'est vraiment quelque chose qu'on remarque depuis longtemps. Les personnes au cycle supérieur ont besoin de nos conseils souvent à ce sujet-là. Et puis, 31 des membres du personnel. Souvent, quand on traite des situations avec les membres du personnel, on implique généralement les ressources humaines. Donc, parfois, même les employés vont se tourner directement vers les conseillers aux ressources humaines quand ils vivent une situation. Ils ne viennent pas nécessairement directement vers nous en premier lieu. Les personnes mises en cause, 35 de femmes, 44 d'hommes. Autres, c'est-à-dire la personne n'a pas nécessairement été identifiée ou elle ne fait pas partie de la définition binaire du genre. Dans la situation du harcèlement psychologique, on ne voit pas nécessairement une tendance genrée des situations, là, comme on voit dans les violences à caractère sexuel, où on voit vraiment que c'est plus une problématique genrée, où il y a une prise de pouvoir plus masculine sur les minorités ou envers les femmes.
C'est des tendances qu'on voit à l'université, mais aussi quand on est dans le milieu de la recherche en général, on peut voir que les personnes qui sont dans le domaine de la recherche vont vivre du harcèlement en général par une personne qui est en situation d'autorité, donc la personne responsable du centre de recherche. C'est quelque chose donc, qui est remarqué, oui, à l'université, mais qui est aussi perçu dans la population générale. Pour ce qui est de ce qu'on voit à l'université, tantôt je vous ai nommé rapidement, c'est quoi le harcèlement criminel versus harcèlement en milieu de travail. Harcèlement criminel, on voit vraiment de l'acharnement avec une menace, puis la personne a nommé clairement que ça la dérangeait, puis la personne qui commet les gestes continue, puis ça devient, ça met un grand risque sur sa santé, sa sécurité. Parfois, on voit des problèmes beaucoup d'acharnement, mais en fait, ce qu'on voit comme différence en milieu de travail, c'est que c'est pas nécessairement une personne avec cette impulsion, obsession-là de commettre du tort à une autre qui va manifester du harcèlement, mais ça va souvent prendre nature dans une mésentente, problème dans une définition des tâches, un certain conflit qui s'est ancré, qui a pris racine, personne ne l'a abordé, puis là, ça va grandir, 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 puis devenir finalement du harcèlement. Donc, la flèche que je vous ai mis là, ça représente un peu comment on voit que ça prend nature là, en milieu de travail, puis à l'université. Donc, ça peut être, par exemple, dans une équipe de travail, on ne s'entend pas sur la répartition des tâches, il y a une des personnes qui en fait plus, une qui n'a pas tout le matériel nécessaire pour réaliser l'ensemble de ces tâches. Donc là, il y a certaines frustrations qui s'accumulent. Il y en a qui vont finir par le manifester. Ça peut être clairement, ça peut être aussi par des gestes d'incivilité, soupirer, être plus sec dans les échanges courriels, claquer des portes, faire des sous-groupes pour faire du commérage envers des personnes qui nous dérangent. Donc là, les marques d'incivilité s'accumulent. Puis l'irritation s'accumule, la cohésion d'équipe peut être brisée, les relations de solidarité diminuent de plus en plus. Puis là, il y a un conflit qui éclate. Donc, il y a une personne dans la situation qui va nommer clairement son malaise, puis parfois, avec l'accumulation, ça fait que le sujet n'est pas abordé de la façon la plus douce possible, dans le calme. Donc, le conflit éclate, on expose le problème. Puis on réagit, on exprime comment on se sent dans la situation. Puis parfois, cette explosion-là de frustration est un moment pour bien rétablir les bases, pour dire exactement ce qu'on a ressenti, dire ce qui nous dérange, nommer clairement qu'est-ce qui fait qu'on ressent beaucoup de frustration dans notre travail ou dans notre projet de recherche ou la situation où le conflit est. Puis tout sort, donc tout est nommé. Et ça nous permet d'identifier, OK, j'entends, puis moi aussi, je suis frustrée pour telle et telle raison, et voici comment on pourrait fonctionner maintenant qu'on l'a nommé, maintenant que c'est clair. Donc ça, c'est certain que ça nécessite de l'écoute, une relation qui peut être près de relations équitables et égalité, où les deux parties ont comme objectif de travailler dans la bienveillance et dans l'égalité, l'écoute et la sensibilité. Dans d'autres situations qui peuvent tendre vers le harcèlement, il peut arriver que le conflit soit un tremplin vers d'autres types de comportements vexatoires, c'est-à-dire que lors du conflit, on va nommer notre malaise, nommer notre sentiment d'injustice ou d'inéquité, notre frustration. Puis oui, on établit, disons, des solutions lors du conflit, mais une des personnes va plutôt se servir du conflit pour se moquer de l'autre, pour reproduire encore une fois les comportements qui étaient nommés comme vexatoires, pour après prendre le pouvoir, parce que dans le conflit, on va nommer vraiment, on va éclater au grand jour notre sensibilité, notre sentiment, puis notre vécu. Donc, cette vulnérabilité qu'on a exposée, s'il y a une personne mal intentionnée, peut s'en servir pour, après ça, reproduire des comportements vexatoires. Puis, c'est là qu'on voit vraiment un déséquilibre dans la situation de pouvoir, puis quelqu'un qui va vraiment profiter de la situation pour blesser l'autre. Alors, puis comme je vous dis, si vous avez des questions là-dessus, on y reviendra à la toute fin.
Pour ce qui est des conflits, alors quand on fait face à un conflit, quand on est vraiment dedans puis que ça s'est accumulé, il n'y a personne qui l'a abordé, puis là, on est rendu à gérer la situation de conflit personnellement, donc pas dans une situation de gestion, mais vraiment lorsque nous-mêmes, on est dans une équipe où il y a un conflit, il y a toutes sortes de racines qui peuvent les expliquer. Donc, les situations à risque de développer du conflit, ça peut être lié au fonctionnement de l'équipe. Donc, les ententes sur le travail ne sont pas claires, les rôles ne sont pas clairs, les définitions de tâches ne sont pas claires. Il y a des personnes qui sont plus mobilisées, qui vont en prendre davantage, ça va créer de l'injustice parce que finalement, on en a trop pris, on n'a pas délégué. Il y en a d'autres qui vont s'effacer un peu plus, puis il y a vraiment une tendance qui est en train de s'établir sur, il y en a qui s'engagent plus, qui sont en surcharge et d'autres qui ne travaillent pas du tout. Les horaires, il y en a qui les respectent à la lettre, de 8h30 à 4h30, on est là, puis il y en a d'autres qui vont venir quelques heures par jour, puis qui vont disparaître. Maintenant aussi, on est beaucoup dans un contexte de mode hybride, donc il y a peut-être plus de partage de bureaux, donc là, de chicaner sur comment on a laissé le bureau la dernière fois, est-ce qu'on l'a désinfecté ou pas, est-ce qu'il y en a un ou une qui est plus souvent au bureau, puis l'autre voudrait y avoir accès. Donc, aussi s'approprier certains succès de l'équipe, donc de dire c'est moi qui ai tout mené ce projet-là jusqu'à terme, c'est grâce à moi qu'on est rendu là. Donc, voilà, c'est des conflits qui peuvent naître du fonctionnement de l'équipe. Il y en a d'autres qui peuvent concerner la réalisation du travail, donc répartition inégale des tâches, comme je disais, mais pas être d'accord sur les objectifs, sur quel délai on s'attend, quel terme on s'attend d'atteindre à telle date. Responsabiliser certaines personnes parce que le projet avance pas s'entendre sur les données à utiliser ou peut-être même sur comment les collecter ou comment utiliser un certain outil de travail qui est peut-être plus sensible que d'autres, puis c'est pas tout le monde qui respecte toutes les règles pour utiliser ce matériel-là. Donc, il y a beaucoup de conflits qui peuvent naître sur la façon de travailler ensemble, puis sur le manque de communication et le manque d'écoute aussi de certaines personnes. Il y a en général aussi des personnes qui peuvent avoir des traits de personnalité qui sont incompatibles. Donc, ça, des conflits de personnalité, ça existe au travail, mais aussi dans la vie courante. Il y a parfois aussi des conflits qui peuvent être générationnels, donc pas comprendre vraiment la génération plus vieille ou plus jeune. Puis des conflits reliés à la culture, donc pas comprendre le fonctionnement culturel d'un ou d'une collègue. Il y a des ateliers spécifiques qui peuvent exister sur la communication intergénérationnelle, la communication interculturelle aussi. Il y a des ateliers disponibles par le Bureau de la vie étudiante à ce sujet-là. Lorsqu'on vit un conflit, personnellement, on a généralement une tendance sur comment l'aborder selon notre personnalité, notre vécu, notre histoire de vie. C'est documenté dans beaucoup de sites, de livres. Donc, j'ai fait un petit résumé des types de réactions au conflit selon le HEC à Montréal, le Centre d'aide aux étudiants ici, ou même il y a une méthode qui s'appelle la méthode Thomas Kilmann, qui est un livre de psychologie organisationnelle là, sur les conflits. Puis même, il nomme des animaux selon lesquels on peut s'associer en disant « moi, je suis plus une tortue dans la gestion des conflits ». Mais bref, on peut réagir soit en évitant, donc en essayant de ne pas l'aborder jamais, puis dire « ça va passer », puis si j'en parle pas, il n'existe pas. On peut aussi l'aborder en renonçant, donc en disant à l'autre partie « c'est correct, là, je vais me soumettre à ce que tu proposes, il n'y a pas de problème, c'est correct, on va faire comme tu dis ». On s'entend que ces deux premières réactions-là peuvent faire que ça s'accumule, puis que les frustrations existent toujours. Dans la réaction de rivalité, au moins, les personnes vont s'affronter, mais il n'y a pas nécessairement
la partie d'écoute. Donc, les deux personnes vont être en compétition, vont s'affronter, puis ils ne vont pas nécessairement viser une écoute, une résolution équitable de la situation. Lorsqu'on tend vers la collaboration, au moins, on va tenter de trouver ensemble comment on peut travailler de façon professionnelle. On reconnaît qu'il y a un conflit, donc on s'approche vers une réaction qui va plus mener vers une résolution. Puis les compromis, même chose. Donc, on va essayer d'axer sur le consensus. OK, on a un problème. Voici la tâche qu'on doit réaliser. Quel compromis, moi, je peux faire pour qu'on arrive quand même à cet objectif-là et quel est le compromis que toi, tu peux faire. Donc, c'est un petit peu plus constructif, les deux dernières. Les deux premières, ça remet à plus tard, finalement, soit l'explosion en rivalité ou peut-être la résolution en collaboration ou compromis. Donc, chacun a un style privilégié, disons. En fait, une dynamique qui revient plus souvent. Par contre, ce n'est pas stable dans le temps. Là. Ça se peut qu'avec la maturité ou l'expérience de vie, ça change, puis que dans différentes situations, vous adoptiez un style plutôt qu'un autre. Mais souvent, on a une tendance là, plus présente. Lorsque vous vivez un conflit, voici quelques outils, quelques trucs pour aborder le conflit. En prévention, si vous voyez qu'il y a une équipe de travail dans laquelle vous êtes, où il y a des frustrations qui s'accumulent ou des situations qui vous mettent mal à l'aise, c'est certain que c'est préférable d'aborder au fur et à mesure les malaises. Donc, si vous voyez qu'il y a des commentaires sexistes, des commentaires qui peuvent tendre vers des micro-agressions racistes, vous pouvez les nommer, vous pouvez le dire « Ouh, ça me semble raciste, ça. » Puis essayer de l'amener de façon plus légère. C'est certain qu'il y a des personnes qui ont plus d'aisance et qui sont plus du tac au tac dans leur réaction. Là. Je sais qu'il y a des personnes qui sont plus timides, discrètes, qui vont être moins axées vers ce genre d'intervention-là, mais c'est certain que de ne pas laisser accumuler des frustrations, c'est une bonne prévention. Retourner vers le cadre, par exemple, si quelqu'un vous tend à vous donner des ordres, essayer de vous dire quoi faire, de renommer. Moi, je réponds à tel supérieur, merci de ta suggestion, mais je l'écoute, mais de dire poliment que ce n'est pas à cette personne que vous devez répondre. Ramener vers les objectifs communs. Donc, des fois, là, on va s'obstiner, puis on a l'impression que ça devient personnel, mais si on y réfléchit bien, finalement, on s'obstinait sur le travail. Donc, ramener vers l'objectif commun, OK, on veut travailler, on veut arriver à ce délai, on veut arriver à ce terme, on veut bâtir ce projet-là ensemble, comment on peut faire pour y arriver pour le mieux. Identifier les injustices, comme je vous disais, clarifier ses malaises au fur et à mesure. Donc, ça, c'est en prévention, mais si vraiment là, ça s'est accumulé et que ça éclate, vous êtes pris dans un conflit, c'est certain que c'est mieux avant de tenter de le résoudre, de prendre du recul, prendre de la distance, donc prendre une nuit de sommeil, une fin de semaine de repos, prendre le temps de changer les idées pendant cette nuit de sommeil ou cette fin de semaine de repos-là, donc de ne pas uniquement penser à ça, mais bien d'aller prendre l'air, souper ou déjeuner au restaurant, prendre un moment pour se sortir de cette dynamique-là, pour vraiment prendre la distance, parce qu'au point numéro 4, ça va être très utile. Là. Donc, prendre d'abord de la distance. Deuxièmement, pendant ce temps de recul-là, essayer d'identifier qu'est-ce qui vous a créé le malaise, qu'est-ce qui a soulevé cette émotion-là, qu'est-ce qui fait que vous avez réagi dans ce type de situation-là. Est-ce que c'est une accumulation ou bien c'est vraiment, pouf, ça a touché une corde sensible, là, puis c'est ça qui vous dérange. Donc, vraiment essayer de documenter dans votre tête qu'est-ce qui fait que ça n'a pas bien été. Ensuite, lorsque vous êtes prêt, lorsque vous avez bien pris de la distance et identifié ce que vous avez à clarifier, il faut prendre un moment pour nommer à l'autre personne la situation puis essayer de l'aborder. Il faut s'assurer que l'autre personne est à l'aise, disponible. Il ne faut pas faire ça dans un moment où vous vous préparez à aller vers une autre rencontre, que vous avez un temps limité. Donc, que les deux vous êtes disponibles, pas nécessairement dans un endroit fermé, clos, où vous allez être attrapés les deux. Là. Donc, de prendre un espace où vous vous sentez libre et à l'aise les deux pour vous parler et que les deux sont volontaires. Et
nommez votre position, ce que vous avez réfléchi dans votre temps de recul, mais ayez l'espace pour écouter la position de l'autre. Écouter, viser une résolution et non de creuser davantage le conflit pour trouver ensemble des pistes de solutions, des ajustements, puis voir quoi ça allait éclater. C'est quoi notre objectif pour travailler ensemble? Bon, voici ce qu'on va faire à partir de maintenant. Donc, je vais avancer quand même vite parce que le temps avance, mais c'est certain que les conflits, c'est stressant. C'est stressant d'avoir à faire ce genre de rencontre-là. Donc, ça se peut que ça ne vous tente pas, puis que vous vous sentiez stressé, émotif avant de faire cette rencontre-là. Mais c'est toujours très important parce que les conflits sont une opportunité d'avancement, une opportunité pour s'améliorer. Donc, il faut plutôt le voir de cette façon-là plutôt que d'axer sur le fait que, sur les blessures que ça peut créer, là, parce que ça peut être très créatif, finalement, les conflits. Dans la gestion des conflits, voici des exemples d'attitudes à voir, là. Donc, plutôt que de vous tourner vers ventiler envers la situation sur tout vos mails sauf la personne concernée, il faut vraiment en parler à la personne concernée. Parler au jeu, oui, mais plutôt de nommer votre malaise, vos besoins. C'est certain qu'on va dire du tu dans la discussion. Là, lorsque tu as dit tel mot, ça m'a blessé, mais l'idée, c'est de nommer votre position, puis d'axer sur les faits lorsqu'on dit tu, au lieu de dire tu m'accuses lorsque tu parles comme ça, ben, de nommer lorsque tu utilises tel mot, je me sens accusée. Mettre l'emphase sur les faits, non sur la personne. Suivre le narratif que vous avez identifié, c'est-à-dire dans votre moment de réflexion, de recul, vous avez identifié, bon, je voudrais parler de telle et telle chose, je pense que c'est ça les points principaux qui sont à nommer. Mais parfois, dans la discussion, on peut se perdre, là, revenir sur des blessures antérieures, après ça, nommer un autre conflit qui avait survenu avec une autre personne. Essayez vraiment de vous rester dans votre narratif prévu là, pour ne pas trop diverger puis faire que le conflit s'envenime davantage. Usez d'empathie, donc soyez prêts, comme je vous disais. Usez d'empathie, d'écoute envers l'autre personne, ce qu'elle a à dire aussi pour un objectif de trouver des solutions. Prenez votre part des responsabilités, puis tenter que l'autre personne aussi prenne sa part. Et dans le cas d'une relation importante à vos yeux, puisque cette situation aura créé probablement des blessures dans la relation, c'est intéressant de prévoir éventuellement, lorsque vous êtes prêt, une activité agréable pour renouer. Par exemple, si vous avez des intérêts communs, bien, au moins prévoir éventuellement de rebâtir la relation, parce que si vous la laissez là-dessus, bien, c'est possible que les blessures restent un petit peu plus longtemps. Alors, je vous ai préparé une vidéo. C'est pas moi qui l'ai préparée, c'est la Commission des normes de la santé et de la sécurité au travail. On va la regarder. C'est un exemple en situation de gestion. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour régler la situation? Alors, je vais partager ça. Nouveau partage. Voilà. Est-ce que vous voyez? Je crois que oui. Oui. Je m'appelle Éric. Je suis propriétaire d'une PME qui œuvre dans le web depuis quelques années. Mon entreprise compte 6 employés. On est en pleine croissance. J'ai travaillé fort pour installer une ambiance agréable au travail. Je vous le dis, je tirais sa canne à pêche, puis bang, je l'ai vu sauter. Ben là, t'as-tu une photo? J'avais pas mon téléphone. Je suis un visuel, moi. J'ai besoin d'une photo, c'est tout. La techno puis la nature, ça va pas ensemble, ça? Moi, c'est Jacinthe. Je suis graphiste et je fais la direction artistique des projets. C'est aussi moi qui m'occupe de faire les ajustements et les corrections avec le client. Moi, c'est Manu. Je suis programmeur. Je m'occupe de l'intégration de contenu sur les pages web. Ces temps-ci, avec le gros contrat sur lequel on travaille, disons que j'ai arrêté de compter mes heures. L'autre soir, Jacinthe m'a transféré un courriel de Manu. Comme d'habitude, j'ai tout envoyé à Manu via notre serveur et il m'a renvoyé un courriel de bêtises. J'ai écrit à Jacinthe, je vais encore être obligé de faire ta job. Si t'es pas capable de faire ton travail sur le centre du monde, ben demande de changer de tâche.
Puis arrête de me faire travailler à ta place. Quand j'ai vu le courriel de Manu, je me suis dit que l'équipe commençait à se fatiguer. Bien, je les comprends, c'est pas facile. Alors, pour désamorcer la situation, j'ai écrit un courriel à toute l'équipe pour les encourager et leur dire que je comprends que c'est dur. J'en ai profité aussi pour dire à Jacinthe et à Manu que ça arrive des prises de bec. Alors, Martine, on a déjà une... Est-ce que tu veux m'aider pour le sondage? Je ne suis pas sûre que j'ai toutes les... Alors, on a une question pour vous. Dans cette situation-là, qu'auriez-vous fait? On voit qu'il tente quelque chose, là, mais de votre côté, si vous étiez en situation de gestion, qu'auriez-vous fait à ce moment-là? Super. Alors, je partage les résultats. On a des gens qui vont commencer par offrir du soutien, de l'écoute à l'employé qui se sent visé. Puis, il y en a d'autres qui vont essayer de rencontrer les deux parties. Alors, allons voir qu'est-ce qui a été essayé par notre gestionnaire. Il n'y a pas moyen de régler les problèmes entre nous. T'es allé voir Eric. Je ne voulais pas faire d'histoire, je voulais en discuter. Jacinthe, bravo. J'avais vraiment l'air d'une fille qui va se plaindre au patron. Hey, t'es chanceuse, toi, hein? Bonne soirée. J'ai l'impression d'être devenue la méchante au bureau. Là, faut que tu mettes tes culottes puis que tu dises aux clients que cette couleur-là, là, c'est pas beau. C'est... Non, mais... bon matin. Salut. Disons qu'en apparence, le dossier était réglé. Mais maintenant, on prend plus nos cafés de gang le matin. L'ambiance est plus là. Ça affecte le rendement, ça, c'est sûr. J'ai l'impression que ça met en péril le contrat. Et sans vouloir tout ramener à l'argent, ce contrat-là est important. Et si je dois perdre un employé, on n'y arrivera pas en temps. J'ai parlé à un ami qui gère aussi son entreprise. Oui, salut Jacques. C'est Eric. Ça va? Il m'a expliqué que je devais prendre très au sérieux la gestion de conflits entre employés, que c'était ma responsabilité de patron, que ça pouvait dégénérer très rapidement. J'ai compris que je pouvais pas gérer un conflit juste avec un courriel. J'ai recommencé à zéro et je les ai rencontrés individuellement. J'étais sur la défensive, mais Eric m'a écouté. Quand t'as retourné le courriel à tout le monde, là, je me suis sentie mal. J'avais pas envie de faire d'histoire, mais ce que Manu a écrit... Manu? Aurais-tu quelques minutes? J'aimerais ça te parler un peu dans mon bureau. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on se fasse une rencontre à trois pour en discuter? C'est sûr. Mais je suis pas certain que Jacinthe va accepter. On va lui demander. OK. Mais c'est sûr que j'ai accepté. Je m'ennuie tellement des cafés du matin. Après qu'ils aient parlé, on s'est aperçu que le problème venait de la définition de tâches et d'une mauvaise communication. Qu'il y avait une zone grise au niveau de la conversion de fichiers. Qu'il y avait beaucoup de transformations à faire pour que Manu puisse travailler avec les fichiers de Jacinthe. Je me suis aussi aperçu que Jacinthe ne connaissait pas du tout le travail de Manu. Moi, je pensais que je faisais bien mon travail, mais j'ai compris que je fournissais quelque chose d'incomplet. C'est vrai que je t'avais jamais expliqué de quoi j'avais besoin. Puis je sais que Manu est débordé depuis trop longtemps. J'ai exercé mon droit de gérance. Ben maintenant, Jacinthe, tu vas t'occuper des conversions. Et puis, pour donner une chance d'apprendre, Manu, tu vas les faire avec elle les premières fois. Ça me semble équitable. J'ai insisté pour faire un suivi 2 semaines plus tard. Manu et Jacinthe disaient que c'était pas nécessaire, mais moi, j'y tenais. La rencontre a été courte, mais on l'a faite. C'est mieux. Je finis encore tard, et ça arrive moins souvent. Depuis que tout est rentré dans l'ordre, je sais qu'on va livrer en temps. Le moral de toute l'équipe est bon et on a même le temps de prendre notre café le matin, comme avant.
dans mes écrans. OK, je vais vous partager. Donc, ce que vous avez vu, le gestionnaire, au début, il y avait eu le réflexe de plutôt mettre ça de côté, essayer que ça se règle de soi-même, envoyer un petit courriel. Puis finalement, on voit que ça s'est accumulé, puis qu'il y avait d'autres interventions plus appropriées à faire dans son droit de gérance, droit de gestion. On voit aussi qu'il y a un conflit qui s'accumule, a des conséquences qui ne sont pas uniquement envers deux personnes, mais bien ça affecte toute l'équipe de travail. Et puis, que vous m'entendez? OK. Tout est beau, Martine? Oui, on t'entend bien. OK, c'est bon, je pensais que je vous avais perdu. Parfait. Juste remettre l'écran, c'est ça. Parfait, excellent. Okay. Donc, on voit, c'est ça, que ça a des impacts sur toute l'équipe de travail. Puis, il disait vraiment, on a perdu nos petites habitudes de prendre le café, les conflits se sont envenimés. Puis, ça n'a pas juste un impact sur les deux personnes qui ne se sentent pas bien. C'est les tâches qui s'étaient mal définies, la mécompréhension de ce que l'autre faisait. Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est en situation de gestion? Le droit de gérance, c'est vraiment quelque chose que c'est la responsabilité du gestionnaire. Sa responsabilité, c'est de prendre des décisions pour la bonne marche des opérations, la rentabilité de l'entreprise ou du projet de recherche dans certains de vos cas. L'organisation du travail peut être décidée, attribuée par le gestionnaire, fait un suivi du rendement. Parfois, il y a des évaluations de comment ça fonctionne avec les employés. Est-ce que ça va toujours bien? Est-ce qu'il y a des améliorations à faire dans leur travail? Il peut y avoir de la discipline aussi de fait par l'employeur, par le gestionnaire, s'assurer de l'assiduité, vérifier pourquoi il y a de l'absentéisme, s'assurer vraiment de la présence de tout le monde, puis que tout le monde progresse dans l'entreprise. S'il y a des sanctions, c'est des sanctions progressives. Ici, à l'université, on a la chance d'être en général syndiqué, donc c'est vraiment légiféré là, dans la convention collective, quelles sont la progression des sanctions s'il y a des situations punitives là, à mettre des punitions, puis il y a possibilité de licenciement si ça va vraiment pas bien. Un gestionnaire doit, selon la loi de la CNESST, là, de la LNESST, prendre les moyens pour faire cesser une situation à risque de harcèlement. Donc, c'est sa responsabilité légale. Il doit faire quelque chose. Dans ce cas-ci, au début, ce qu'il a essayé, le courriel, ça n'a pas fonctionné. Donc, c'était vraiment dans sa responsabilité d'essayer quelque chose d'autre. C'est pas tout le monde qui est à l'aise, pas tout le monde qui se sent bien là-dedans. Donc, c'est certain que la loi ne va pas vous punir si ce que vous avez essayé a été fait un petit peu maladroitement, là, mais tant que vous essayez quelque chose et vous le faites dans la bienveillance, c'est ça l'objectif. Là. Ce qui ne fait pas partie du droit de gérance, c'est des critiques abusives, des blâmes personnels, des exigences démesurées, des exigences, par exemple, de présence soir, fin de semaine, d'être trop exigeant, finalement, avoir des attitudes discriminatoires, puis c'est ça, donc que les critiques ne concernent pas uniquement le travail, mais bien la personne. Dans le droit de gérance, en prévention du harcèlement, par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est informer votre personnel, les membres de votre équipe, des politiques en place, des processus en prévention du harcèlement qui sont prévus dans le milieu de travail, et puis de nommer clairement les valeurs que vous voulez prôner dans le milieu de travail, nommer vos attentes en matière de respect. Donc, par exemple, si vous accueillez un nouvel employé ou un nouveau membre de l'équipe, de lui nommer. Moi, j'accepte pas ça, les commérages. Si vous avez des problèmes, vous le nommez. Si ça ne fonctionne pas, venez me voir. Je suis là, j'ai de l'écoute. Je suis là pour que vous travailliez bien ensemble. Nommer clairement qu'il n'y a pas vous acceptez pas la discrimination, que ce soit sexiste, raciste, classiste, c'est non toléré dans votre milieu. Vraiment de prendre position, déjà de mettre les bases, ça fait une certaine prévention là, pour au moins ça vous donne un levier aussi pour intervenir plus tard s'il se passe quelque chose. Soyez à l'écoute, donc oui, à l'écoute avec vos oreilles, mais à l'affût de certains détails si vous voyez qu'il y a des tensions qui s'accumulent. Tentez de questionner, d'aller voir. Corriger les situations à risque. Donc, vous voyez quelqu'un, par exemple, n'a pas tout le matériel nécessaire, puis les frustrations s'accumulent parce que la personne n'est pas capable de réaliser son travail. Bien, allez voir, allez offrir
le soutien nécessaire. Il y a possibilité aussi d'offrir des accommodements, donc de favoriser une communication transparente et égalitaire, équitable, juste. Et comme je vous disais, si c'est nécessaire, vous avez la responsabilité de la discipline en situation de gestion. Des facteurs de protection, donc, on a vu un petit peu qu'est-ce qui pouvait mener à une situation de harcèlement, donc les conflits, les mauvaises compréhensions envers les rôles de l'autre. Un climat de compétition aussi peut mener à ça, une surcharge de travail, un manque de solidarité. Donc, quels sont les facteurs de protection à prôner dans une équipe? Une communication ouverte, respectueuse, claire, fluide, bienveillante, dans un objectif ensemble de construire un travail ensemble, un objectif commun. La collaboration, l'entraide, encourager la solidarité, avoir des attentes claires, nommer les rôles de chacun aussi. Telle personne est responsable du projet, telle personne va le coordonner, voici les responsabilités de chacun, les rôles de chacun, et que ces rôles-là soient à la hauteur des compétences de chaque personne. Donc, ne pas exiger qu'une personne qui n'est pas formée dans l'informatique, qui gère l'informatique, ou quelqu'un qui doit faire un montage vidéo mais qui n'a jamais fait ça. Donc, c'est certain que ça va amener soit quelqu'un qui va accumuler de la gêne, de la honte de ne pas pouvoir réaliser ce travail, puis finalement des frustrations des autres qui voient que le travail ne se fait pas. Donc, avoir des rôles et responsabilités à la hauteur des compétences de chacun. Valoriser la cohésion dans l'équipe, la civilité, donc que tout le monde se traite avec respect, l'empathie envers les autres, avoir une charge de travail adéquate, le matériel adapté, comme je vous disais. Et s'il se passe une situation de conflit et que vous devez clarifier dans votre rôle de gestionnaire, vous devez viser à ce que les deux parties se parlent. C'est certain que dans la vidéo qu'on a vue, ça s'est quand même bien passé. Ça se peut dans la rencontre que vous animiez, il y a une montée des tensions puis que ça éclate. Soyez prêts à ça quand même. Puis amener les gens à se traiter avec respect. Ça se peut que le ton monte, mais qu'il n'y a pas nécessairement de manque de respect. Donc, prévoyez un peu qu'est-ce que vous faites si le ton monte, qu'est-ce que vous faites s'il y a un manque de respect, qu'est-ce que vous faites s'il y a des mots qui sont dits ou si même il y a des personnes qui ne disent pas tout. Donc, essayez de prévoir quoi faire, quoi dire, puis établissez les règles de la rencontre en début de rencontre. Puis, avant de faire cette rencontre-là, il faut vraiment bien rencontrer les deux parties pour savoir où ils se positionnent, connaître les animosités, connaître les raisons du conflit de chacun des deux côtés, puis arriver avec une attitude neutre et axée sur la résolution dans cette rencontre à trois. Il y a des mesures de sécurité comme par exemple s'assurer qu'il n'y ait pas d'objets tranchants autour, qu'il y ait une possibilité de sortie accessible pour tout le monde qui veut quitter soudainement. Pas nécessairement la faire lorsque le bureau est vide, donc d'avoir possibilité si quelqu'un veut consulter une autre personne ou pas le faire, disons, à 20 h le soir quand on sort puis il fait noir puis la personne triste n'aura pas personne vers qui se tourner. Engagez-vous vous-même à la fin de cette rencontre-là s'il y a des responsabilités de gestion à appliquer, de prendre vos responsabilités et de vous engager à les respecter. Puis, comme le gestionnaire, on l'a vu qu'il le fait, faites un suivi. Donc, quelques semaines plus tard, vous avez essayé les solutions, vous pensez que les animosités ont descendu, bien, regardez voir auprès de chacune des personnes individuellement comment ils se sentent, est-ce que ça s'est amélioré. Donc, c'est vraiment important d'être juste, viser une impartialité lorsque c'est un conflit. Bien entendu, lorsqu'on tombe dans le harcèlement, c'est une autre chose. Là. Vous avez des ressources dont je vais vous parler, vers qui vous tournez lorsque c'est devenu une situation de harcèlement. Mais en situation de conflit, on évalue qu'il y a un partage des responsabilités, donc on vise une neutralité. Les ressources, si vous vivez une situation que vous devez gérer ou que vous vivez vous-même, vous pouvez vous tourner vers le CPIMH, comme je vous disais, pour avoir des conseils, de l'écoute, viser des solutions. Je vais laisser Martine présenter aussi qu'est-ce qui peut être possible de faire si c'est une situation qui vous touche dans vos études en cadre de doctorat ou de maîtrise. Là, je vais la laisser expliquer qu'est-ce qu'elle peut faire pour vous soutenir. Qu'est-ce que le bureau de la FES peut faire pour vous soutenir. Merci beaucoup.
Christine. En fait, oui, il y a beaucoup de possibilités, en fait, pour avant d'arriver à cette situation-là, bien, c'est sûr que dans le volet de la recherche, il y a aussi tout le plan de collaboration avec les directions de programme. Donc, de discuter vraiment là, sur le site de la FESP, vous allez avoir dans Mémoire et thèse ou dans l'appui à la réussite, vous avez beaucoup d'outils qui sont disponibles pour vous aider. Il y a aussi la résolution de litige qui aussi vient. Des fois, parfois jusqu'au volet de la FESP, mais vous pouvez parler avec vos directions de programme, direction de recherche, vice-doyen, vice-doyenne aux études. Vous pouvez aller voir aussi le bureau de l'Ombudsman là, qui va des fois aider là, dans la résolution de certains conflits. Mais c'est sûr que dans toutes les situations de désaccord, de mésentente, comme Christine le répète beaucoup, ben, c'est avec de la discussion, de l'ouverture, de l'écoute, puis nommer aussi les situations à la personne qui est dans la situation avec vous. Donc, ça, c'est vraiment très, très important. Mais si jamais vous avez une escalade là, et vous ne savez pas trop où vous retourner, bien, c'est sûr que si ça concerne vos études au cycle supérieur sur le site de la FESP, allez justement dans études. Là, il y a vraiment une section sur la résolution de litige, mais il y a aussi tout le volet, comme je disais, pendant vos études, des outils de collaboration, le plan de collaboration, de pouvoir discuter, là, puis d'établir aussi les bases de la relation. Les rôles et responsabilités sont très importantes quand vous débutez un projet d'études avec une personne qui fait de la supervision et de la direction. Merci. Donc, on le voit, là, la communication, oui, elle est importante lorsque le conflit explose, mais tout au long, là, dès le départ, on établit nos attentes, on établit nos limites, nos forces, puis ça facilite vraiment là, quand il arrive des problèmes. Si vous êtes dans une situation où vous êtes une personne employée, vous pouvez vous tourner vers votre conseiller en ressources humaines lorsqu'il y a un service des ressources humaines. Votre syndicat, s'il peut vous donner des conseils dans cette situation-là, si vous avez un syndicat. Mais dans le cas où vous n'avez aucunement ces ressources, vous pouvez vous tourner vers le groupe d'aide et d'information sur le harcèlement au travail, qui est un organisme communautaire gratuit, confidentiel, qui peut vous donner des conseils. Si vous ne vous sentez pas bien, vous êtes étudiante et que vous voulez simplement vous confier à avoir du soutien psychosocial, il y a le centre d'aide aux étudiants. Si vous êtes employé, il y a possibilité d'avoir recours au programme d'aide aux employés qui sont des services psychologiques également gratuits fournis par l'université. Ou si vous êtes dans le milieu de la santé, par exemple, il y a aussi ce même type de ressources-là. Ça dépend de où est-ce que vous travaillez. Si vous êtes dans un organisme communautaire, par exemple, puis qu'il y a une situation de conflit, de harcèlement qui émerge, le conseil d'administration est généralement la première ressource à consulter pour avoir leur appui, puis avoir du soutien vers la résolution de la situation. Puis, si ça ne fonctionne pas, bien, il y a toujours la commission des normes sécurité santé au travail, il y a possibilité de faire un dépôt de plainte, avoir leur conseil aussi. À l'université, comme je dis, le dépôt de plainte, vous pouvez le faire au CPIMH. Ensuite, nous, on transfère aux personnes comme les gestes de possiblement du harcèlement. La personne qui a commis les gestes est étudiante, on va transférer au vice-rectorat aux études et affaires étudiantes. Puis si la personne est employée, on dépose au vice-rectorat aux ressources humaines. Et puis c'est traité de façon soit externe ou très neutre. Là, donc ça sort, c'est pas des personnes à l'intérieur de la faculté qui vont traiter la plainte, là, c'est vraiment traité à l'externe. Alors, je pense qu'on est prête pour la période de questions. Merci beaucoup, Christine. Très appréciée, une rencontre en fait très, très profitable. Beaucoup de ressources qui ont été nommées. Ça va être vraiment très utile là, pour la suite des choses, là, pour les gens qui vont écouter la formation. Je vais arrêter dès maintenant l'enregistrement, puis on va pouvoir prendre